Comment vous avez fait pour vous souvenir qu'on avait une émission et qu'on avait rendez-vous ensemble? Écrit sur mon frigo, sur mon bureau, dans mon sac. J'ouvre ma porte de frigo, j'ouvre mes rendez-vous et je me rends compte de ce qu'il faut que je fasse. Aujourd'hui, toute une histoire donne la parole à ceux qui doivent composer avec une mémoire qui leur joue des tours. C'est combien tu fais déjà? 38. Pour Martin, j'avais pas dit que je faisais du... J'avais pas dit que tu faisais du... Je sais plus, j'avais dit que je faisais du saumon, non? Je me souviens pas que j'oublie. Vous vous souvenez pas que vous oubliez? Non, on se rend pas compte qu'on oublie. Il fait quelle taille déjà? 38. 38. Vous êtes tombée dans ses bras comme si vous étiez adolescente? Exactement. Ouais. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est vrai. Puis c'était plus facile puisqu'elle se souvenait pas de moi, donc elle connaissait plus mes défauts. Donc qu'est-ce qu'on devait acheter encore? Je me rappelle plus. Les crampons, je te l'ai déjà dit. Vous vous souvenez de la pointure de votre fils? 38, on a dit. Ouais, yes, applaudissements. Bonjour à tous. Bonjour, merci pour nos invités, les accueillir. Bienvenue sur le plateau Toute une histoire. Nos invités d'aujourd'hui ne se souviennent plus de leur nom, de leur âge, du visage de leurs proches. Ils ont dû en fait réapprendre à parler, à manger, à effectuer des gestes qui sont tout simples, qu'ils avaient pourtant appris pendant l'enfance. Ils sont atteints d'amnésie, doivent composer au quotidien avec leur trou noir. Leurs proches les aident à recomposer le puzzle de leur vie. Mais c'est un long et douloureux parcours. À travers les témoignages de nos invités, nous allons découvrir comment s'organise concrètement la vie de famille et la vie de couple, la vie amoureuse quand on souffre de troubles de la mémoire. Je vous demande d'accueillir tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui ont fait un effort particulier. On va, pour commencer, donner la parole à Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Jean-Luc. J'imagine que vous attendez beaucoup de cette émission. Votre compagnon a eu un accident de moto il y a quelques temps d'ici. Oui. Il se retrouve avec des problèmes de mémoire aujourd'hui. Vous essayez de le stimuler. Où est-il actuellement? À l'hôpital Nord 92 de Villeneuve-la-Garenne. Et vous lui rendez des visites régulièrement? Pratiquement tous les jours. Qu'est-ce que vous attendez d'une émission sur les troubles de la mémoire? Beaucoup de témoignages qui peuvent me faire prendre un petit peu de recul par rapport à la situation, puisque comme c'est récent, j'ai pas énormément de recul. Et c'est vrai que je vis au jour le jour les événements et... Vous avez des enfants? Non, c'était prévu, mais bon, l'accident a bouleversé tout. Vous intervenez quand vous voulez dans cette émission. Vous posez des questions à nos invités, vous faites tout ce qui vous semble bon. Première question que je pose à tous mes invités qui sont présents aujourd'hui, c'est comment vous avez fait pour vous souvenir qu'on avait une émission et qu'on avait rendez-vous ensemble? Flavie? Comment j'ai fait? Comment vous avez fait? Je l'ai noté dans mon agenda. Et puis, j'ai un mari hyper présent. Vous vous souvenez avoir été invité pour cette émission? Non, mais c'est normal puisque c'est moi qui ai eu les contacts principaux avec vos journalistes. D'accord. Donc, après, on a tourné un petit sujet il y a quelques temps. Et, Un reportage, vous vous en souvenez, voilà. Flavie, du reportage? Un peu? Pas vraiment? Je ne veux pas vous mettre dans l'embarras, Flavie, hein, c'est simplement pour se rendre compte de... Si, ils sont venus tourner quand je préparais le repas. Mais ça déjà jeudi dernier. Voilà. Je mélange. Roselyne, comment vous vous souvenez qu'on avait rendez-vous ensemble aujourd'hui? Écrit sur mon frigo, sur mon bureau, dans mon sac. Et puis une amie qui est toujours près de moi. Et puis vos journalistes, là, qui sont Qui super. vous ont pas lâché? Oui, qui sont super. Jean, je vais vous poser quelques questions. Vous adresserez également à Nathalie qui est en face de vous. Vous avez bien compris quels étaient les enjeux de cette émission pour elle. Vous connaissiez Flavie en fait depuis plusieurs années, bien avant que vous ayez eu cet accident. Vous avez eu une petite histoire d'amour, si j'ai bien compris. Vous aviez flirté quand vous étiez jeune. Et puis la toute première fois que vous l'avez revue après cet accident, comment vous vous êtes rendu compte qu'elle avait des problèmes de mémoire? La toute première fois que je l'ai revue, ça s'est passé en réanimation. Donc là, elle n'était pas consciente. Et la seconde fois, c'était chez ses parents sur la terrasse. Donc j'étais venu voir Flavie qui était convalescente, hein, qui était dans un état de béatitude très important, quoi. Pour elle, tout le monde était gentil, tout le monde était beau, tout se passait bien. Oui, c'était très positif, sauf que elle ne se souvenait pas de grand-chose à mon sujet. De vous? Elle se souvenait de votre visage? De mon visage, oui. Elle savait que je m'appelais Jean, mais elle ne savait pas forcément à cette époque-là qu'on était sortis ensemble, qu'on s'était embrassés. Comment vous avez réagi à ça? Ça a été un choc, forcément. Hein. La première fois que vous voyez l'être que vous aimez le plus au monde et qu'il ne vous reconnaît pas, c'est sûr que c'est pas facile, quoi. Vous vous souvenez quand Jean est venu vous rendre visite à l'hôpital? Non. Non. On vous l'a raconté, donc depuis, vous le savez. Qu'est-ce que vous avez perdu en fait de votre enfance, de votre adolescence en termes de souvenirs? Mon accident a eu lieu le 16 avril 1994. J'ai oublié l'été qui précédait et toute l'année scolaire. Enfin, jusqu'en avril. C'est-à-dire 93? L'été 93 et toute l'année 94, pratiquement. C'est comme un trou noir.
C'est ça. Et avant? Avant, je me rappelle de tout, pratiquement. Et après? Ça. Et depuis? Depuis, je sélectionne, pas en le faisant exprès, mais je ne me souviens pas de ce qui me pose un problème. Vous faites comme un tri qui... Je ne me souviens pas que j'oublie. Vous ne vous souvenez pas que vous oubliez? Non, on ne se rend pas compte qu'on oublie. On regarde ce reportage qui n'est pas toujours facile pour vous de pouvoir vivre avec ces problèmes de mémoire. Je parle de Jean, je parle de vous aussi, Flavie. Vous devez être attentif pour deux, d'autant plus que vous avez un petit garçon. Ils ont mis un petit garçon en route, après l'accident évidemment. Donc ça a été un choix de grande responsabilité, de pouvoir se projeter là-dedans. C'est une des questions que vous vous posez également. Nous regardons ce reportage avec le petit Martin, de 2 ans et demi, et on va voir à quoi ressemble votre quotidien. Comment tu fédéral sur le gravier? Faire ça et tourner. Je tourne. Ah, ça fait mal à la main. Ah, pardon. Voilà. Bah, faut le dire. Je te crois, hein. Mais c'est normal si ça fait mal. Ça fait... Tu sais pourquoi? Pourquoi? Tu as eu un coma, tu as eu une zone du cerveau qui a été détruite, du côté gauche qui commande le côté droit, et donc tu rééduques le côté droit. Ah oui. Tu fais de la rééducation. La zone du cerveau qui a été détruite. Oui, parce que tu as eu un choc à la tête. Ah oui, je savais pas. Traumatisme crânien. Ouais. Quand? Le 16 avril. Bon, mange, on t'expliquera après. Le 16 avril 1994, Flavie a un grave accident de voiture. Elle reste 6 semaines dans le coma suite à un traumatisme crânien. À force de persévérance et de rééducation, Flavie s'en sort, mais elle garde de lourdes séquelles, des troubles de la mémoire. Aujourd'hui, âgée de 30 ans, Flavie est mariée avec Jean. Elle est maman d'un petit Martin. Une vie qui semble normale, sauf quand la mémoire fait défaut. Tu fais quoi avec le boudin? De la purée? Du riz. Du riz? Ouais. Et Martin, le saumon avec le riz aussi? Ouais. D'accord. Il a déjà mangé ça hier soir, hein? Il a déjà mangé ça hier soir. Mais je ferai goûter du boudin. Ouais. Très bien. Voilà, maintenant qu'on en a parlé, je me rappelle, mais sinon, j'aurais pas pensé. Tout simplement. Et qu'est-ce que j'étais partie chercher? Des légumes. Les difficultés de Flavie dans l'organisation quotidienne, c'est pas évident, mais je dirais qu'elle s'en sort beaucoup mieux qu'on pouvait l'attendre avant la naissance de Martin. Donc ça veut dire beaucoup de planification, beaucoup d'attention sur la façon dont elle gère le quotidien, mais pour autant, elle s'occupe super bien de Martin. Ce qui peut me poser problème, c'est d'avoir 3 casseroles à la fois, parce que je peux en oublier une. Voilà, je peux oublier de mettre le boudin à chauffer. Pour Martin, j'avais pas dit que je faisais du... T'avais pas dit que tu faisais du... Je sais plus, j'avais dit que je faisais du saumon, non? Et après, on a dit qu'on avait fait hier soir. Et alors? J'ai dit, tu sais quoi? Qu'est-ce que t'as fait d'autre par le saumon? Du boudin? Ah ben Mais il va voilà. manger du boudin, tu vois? On va essayer. On va voir. Sinon, il mangera du saumon. D'accord. C'est vrai que c'est très frustrant de ne pas forcément se souvenir de ce qu'on a dit il y a 5 minutes ou de ce qu'on avait prévu ce matin. Et du coup, quand Flavie s'en rend compte, ça peut aussi la contrarier. Et puis si la fatigue aide, elle va partir en claquant la porte ou en m'engueulant, quoi. Oui. L'irritabilité et le handicap de Flavie rendent le quotidien difficile. Épuisée par les efforts qu'elle fait pour ne rien oublier, Flavie a besoin d'une sieste quotidienne. Là encore, c'est Jean qui doit tout gérer. Allez, on va au bain. Allez, on monte. C'est moi qui dois gérer le quotidien et puis prévoir, parce que Flavie, elle n'est pas capable de le faire, non pas qu'elle veuille pas, mais elle ne peut pas, parce qu'elle ne se souvient pas de tout. Donc, oui, c'est pesant. Ouais. Flavie, elle en est de plus en plus consciente, ouais, je pense qu'elle a compris aussi, parce qu'il y a eu des moments de crise dans notre couple, et que parfois, parfois on a été à 2 doigts de se séparer. Hein. Enfin, j'étais à 2 doigts de partir. Jean a fait le choix de rester. Pourtant, tous les jours, il se rend compte à quel point son quotidien est difficile. T'es consciente qu'on n'a pas forcément la vie d'adulte de 30 ans? Pourquoi?
dans le rythme, dans l'organisation de la journée. Oui, je sais bien que je ne peux pas aller faire les courses le matin, manger avec les copines à midi, jouer avec Martin l'après-midi et sortir le soir après avoir donné le bain et à manger à Martin. Je sais. Non, vivre avec une personne traumatisée crânienne, ça demande une remise en question permanente. Tous les jours, oui. Tous les jours des questions et tous les jours les mêmes questions. Et puis ça demande à parfois faire un break parce que il y a des jours où c'est pas supportable. Il y a des périodes de l'année où je pars, quoi. Je coupe. Il faut que je m'en aille. Il faut que je voie d'autres gens. Il faut que je respire, que je parte en voyage sans Flavie, quoi. Tu crois pas qu'un jour tu risques de te lasser? D'en avoir marre? Tant qu'on arrivera à discuter et à en parler, non, je pense pas. Enfin, non, je me serais pas mariée avec toi. Tu savais pas au début. C'est un vice caché. Ouais. On avoué, on dira. Comment vous réagissez en voyant ça, Flavie? Comment vous réagissez en voyant ce reportage? C'est dur. C'est dur de revivre des moments qui n'ont pas été faciles dans notre vie, quoi. C'est dur d'en parler parce que ça renvoie à des difficultés qu'on vit au quotidien et puis que l'existence a changé depuis l'accident et que c'est un handicap qui est vraiment invisible, quoi. C'est-à-dire, si demain vous croisez Flavie dans la rue, vous le saurez pas. Surtout qu'elle a toujours ce joli sourire, en plus. Vous êtes heureuse à l'intérieur de vous? Oui. Mais c'est dur de prendre conscience du décalage qu'il y a avec une vie normale, entre guillemets. Une vie normale chez les autres, chez les amis, chez les frères, les sœurs. Mais ce qui vous fait mal au cœur, c'est le décalage pour Jean, par exemple, le décalage pour les autres, pas pour vous? J'ai l'impression que pour vous, ça va, non? C'est mon quotidien. Enfin, ça fait presque aussi longtemps que je vis comme ça qu'avant. Comment vous vous êtes remis ensemble après cet accident? Comment vous avez fait la cour à Flavie? Spontanément. 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 J'avais oublié qu'on s'était disputé. Complètement. Vous êtes tombée dans ses bras comme si vous étiez adolescente? Exactement. Ouais. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est vrai. Puis c'était plus facile puisqu'elle ne se souvenait pas de moi, donc elle connaissait plus mes défauts. Non, je me souvenais des bons côtés. C'était bien. Enfin, c'est toujours bien. C'est toujours bien. Il émanait quelque chose de positif et qui vous attirait en tout cas. Françoise, est-ce que vous avez déjà eu le sentiment d'être rejetée par vos proches à cause de ces problèmes de mémoire? Rejetée, disons qu'il y a eu des grands moments d'incompréhension. C'était le mot que je voulais utiliser. Il y a eu, disons, 2 années, enfin une année terrible, au sein même de la famille, parce que mes enfants ne me comprenaient pas, moi je ne les comprenais pas. Alors en plus, bon, je sépare un peu le trauma crânien et la perte de mémoire. Le trauma crânien, j'étais très irascible et tout. Mais alors la perte de mémoire, exemple, mes enfants cette année-là étaient dans des situations très particulières. Il y en a un qui commençait à travailler à Londres. Le deuxième était en stage au Canada, un stage de géologie. Et le troisième venait de passer ses concours d'école de commerce. Donc, il rentrait dans une école de commerce. Belle équipe. Donc, vous voyez, c'est vraiment une année où la maman sert peut-être plus grand-chose sur le plan... Enfin, c'est la logistique quand même, c'est tout. Puis les conseils, Et moi, j'étais pas là. Enfin, quand il m'appelait, j'oubliais, par exemple, celui du Canada. J'oubliais qu'il était au Canada. Vous les sentiez vexés? Vous les sentiez... bien sûr, ça a posé. Oui, tu parles que tout. Alors en plus, moi, il y a eu un problème. On n'a pas décelé tout de suite les soucis que j'avais. Donc j'avais été mise en maison de repos, pour parler pudiquement, c'est-à-dire une maison psychiatrique. Donc ça, je le vivais très mal, parce que moi, je savais que je ne faisais pas une dépression. Je le vivais très très mal. Mais vous étiez consciente de pourquoi vous étiez là? Mais non, je savais que je ne fonctionnais pas bien. Mais vous ne saviez pas ce qui fonctionnait pas bien? Non, je ne me rendais pas compte, personne ne s'en rendait compte vraiment. Et alors eux m'appelaient, et alors moi, j'essayais de les rassurer en me disant, en leur racontant, ici tout se passe bien, les gens sont gentils, tout, bon. Mais je ne disais pas, et toi au Canada, comment ça va? Je ne me rappelais pas. Donc on vous disait, tu ne parles que de toi, vous ne parlez que de vous. Oui, ou alors du frère, d'un autre frère dont j'avais eu un message juste avant. Donc ça a posé des problèmes énormes. Et avec vos parents, Flavie? Avec mes parents. Comment ça s'est passé après? Vous sauriez nous dire, Jean, peut-être?
Une sorte de déni, vous nous avez dit en préparant cette émission. Il y a... Pas tout de suite après. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'acceptation est faite, mais le handicap de Flavie, il n'y a pas grand monde qui veut en parler, quoi. Que ce soit ses parents ou ses sœurs. Qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet, Flavie? La même chose que Jean. Moi, il m'a fallu 10 ans. C'est ça, 10 ans pour l'accepter. Oui, un peu plus que 10 ans même. En fait, c'est quand Martin est arrivé que j'ai vraiment passé le cap. Votre fils? Oui. Que j'ai passé le cap. C'est-à-dire renoncer à certaines choses lesquelles? Renoncer à avoir une vie professionnelle, échanger de ce côté-là, enfin rester à la maison, apprendre à vivre en restant à la maison. Ça, j'avais jamais pensé à le faire. Vous n'aviez pas envisagé ça? Jamais. Roselyne, à la suite d'une opération risquée pour soigner une épilepsie que vous avez vue depuis que vous étiez toute jeune, en fait, votre cerveau a été endommagé. Oui. Comment vous avez présenté les risques avant l'opération? Il me l'avait vraiment marqué, le risque de pourcentage de décès, de tout. Le décès, l'handicap et le reste qui peut très bien aller. Le risque de décès était de combien à peu près? Il était de 30%, oui, je crois. Donc là, j'avais vraiment préparé mes enfants parce que je ne pensais pas d'y arriver. Mon neurologue n'était pas tout à fait d'accord que j'y aille, donc je ne pensais pas d'y arriver. Donc j'avais vraiment préparé mes enfants pour. Le risque d'avoir une mémoire endommagée était de combien? Ah non, ils appellent ça de l'handicap, donc il était de 20 et quelques. %? Oui. Et il y avait une chance sur deux pour que tu ailles bien normé à peu près, quoi, dans les grandes lignes? Oui, à peu près. C'était il y a combien de temps, cette opération? Ça fera 10 ans le 27 juin. À quel moment vous avez compris que vous ne retrouveriez pas les facultés que vous aviez auparavant? Tout de suite, parce que je me rappelais de rien. Donc, tout de suite, j'ai eu des difficultés. J'ai été en maison de rééducation pendant plus de 3 mois, où j'ai réappris à marcher, à compter, à écrire, à lire. J'arrivais pas à retenir. Pendant 2 ans, j'ai eu l'orthophoniste. Vous aviez quel âge à l'époque? Il y a 10 ans, donc... Un peu plus que l'âge d'un enfant, en tout cas? Non, je suis de 65, j'en ai 42, donc moins 10, 32. 32, il a fallu repartir comme si vous aviez quel âge? Ah oui, comme si je venais de naître. Pourquoi vous avez fait appel à la chirurgie pour cette opération? Pourquoi les crises d'épilepsie? Parce que j'en avais marre, les crises d'épilepsie, c'est pas évident. Ça a commencé à quel âge âge pour vous? Ça a commencé à 7 ans. À 7 ans. 7 ans. Ouais. C'était une bonne idée, cette opération? Oui, parce que c'est rien du tout par rapport à une épilepsie, ce que j'ai. Une mémoire, c'est difficile à vivre, difficile à faire comprendre aux gens que c'est possible. Mais sinon, par contre, l'épilepsie, vous êtes mis de côté. Les gens ne vous estiment pas. Michel, est-ce que votre fils se souvient de ce qui lui est arrivé? Absolument pas. Il n'a aucun souvenir. Il a eu 2 accidents consécutifs dans un cadre professionnel. Militaire. Et il a un trou de 2 ans dans sa vie. Puisqu'il a, je crois, ce qu'on appelle une amnésie rétrograde. Il a totalement oublié toute sa période de vie de 2 ans auparavant. Quels sont les événements qui ont provoqué l'amnésie? On ne sait absolument pas. Il a... Qu'est-ce qui lui est arrivé alors déjà? Il a eu... Alors, il n'y a pas très longtemps qu'on le sait exactement. On salue parce que... Oui. Il n'y a pas très longtemps qu'on le sait exactement. Il a été victime... Il présente toutes les lésions d'une pendaison par précipitation, avec fracture des jonctions de l'occiput et de la première vertèbre, et dislocation. En principe, il aurait dû être mort. Comment ça lui est arrivé, comment vous dites, pendaison par précipitation? Précipitation, c'est comme quand c'est-à-dire que vous avez la tête retenue, et vous avez le corps, et tout le poids du corps qui tire vers le bas. Ça lui est arrivé en parachute? Ça lui est arrivé lors d'un saut en parachute. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. On ne sait pas exactement. C'est le grand secret, c'est la grande muette? C'est le grand secret, on va dire. Quel âge avait-il? 27 ans. Il vous a reconnu? Alors, est-ce qu'il se souvenait de moi? Je ne sais pas. Peut-être d'une personne avec laquelle il pouvait avoir un échange, une espèce d'empathie. Quelqu'un qui connaissait, quelqu'un de sympathique. Qui le rassurait. En l'occurrence, sa mère. En l'occurrence, c'était moi, c'était une chance. Ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre? Ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre, effectivement. À quel moment il vous a dit maman, à nouveau? 2 mois après. Alors, reconnaître les proches, c'est quelque chose de crucial dans le processus de retour sur Terre, si j'ose dire. Je pose la question à Alexandre qui n'a pas encore parlé. Votre maman a eu un traumatisme crânien. Alors on dit que tous les accidents sont stupides. J'ai l'impression que celui-ci, par les conséquences qu'il a eues, l'est encore plus. Comment ça lui est arrivé? Tout à fait, c'est arrivé le 30 novembre 2005. Maman s'en allait faire ses courses comme elle faisait presque tous les jours à peu près.
et son talon a accroché dans le trottoir et son cerveau a heurté violemment le trottoir. Donc à la suite de ça, elle a fait une hémorragie cérébrale. Donc j'ai été appelé en urgence par la sœur de maman en me disant d'aller voir à l'hôpital. Elle est juste tombée dans la rue, quoi. Elle est tombée... Ouh. Sur les photos? On les enlevait. Ça va, jeune homme? Qu'est-ce qui vous fait mal au cœur encore aujourd'hui quand vous pensez à tout ça? Ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est que je suis tout seul à subir ça depuis 2 ans et demi à peu près. À vous occuper de votre maman? À m'occuper principalement de maman. J'ai tout sacrifié pour elle. J'étais dans la gendarmerie auparavant. J'ai dû arrêter mon travail. Donc la sœur de maman m'a appelé en disant va voir ta mère Huître à l'hôpital parce que ça va pas du tout. Donc je ne savais pas du tout pourquoi. Donc je me suis rendu à l'hôpital et je ne savais pas du tout pourquoi. L'infirmière est arrivée vers moi. Elle avait un peu les larmes aux yeux. Donc j'ai été la voir et j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc elle m'a dit vous êtes le fils de Madame Lagers? J'ai dit oui. Donc elle me fait bon bah allez dire au revoir à votre mère parce qu'elle allait décéder dans l'après-midi. Étant donné l'hémorragie était tellement importante qu'ils ont passé des scanners et tout ça, ils ont vu l'hémorragie, tout le lobe droit du cerveau était atteint et une partie du lobe gauche. Donc je suis rentré dans la pièce. Maman était déjà dans le coma. Ils avaient déjà plongé maman dans le coma et donc elle avait du sang qui coulait du nez et j'ai été la voir, j'ai beaucoup parlé, j'ai dit maman il faut que tu t'en sortes pour moi. Et... On vous avait dit de venir la voir pour lui dire au revoir. Hein. Pour lui dire au revoir, oui tout à fait. Et donc j'ai beaucoup parlé à maman et puis d'un seul coup j'ai pris la main droite et là j'ai dit surtout il faut que tu t'en sortes et là elle me l'a serré très fort et après plus rien. Donc après j'ai attendu dans la salle d'attente, c'était vraiment interminable, on attendait, moi j'attendais qu'elle décède en fait. Elle est partie dans le coma mais elle est restée dans la vie, combien de temps est-elle restée dans le coma? Elle est restée 3 mois à peu près en tout. Donc, 3 ans après, elle vous reconnaît votre maman? Elle me reconnaît, elle sait que je m'appelle Alexandre, mais je ne sais pas vraiment ce qu'elle pense parce que... C'est pas exactement qui est Alexandre pour elle? Voilà, tout à fait. Et ça, tout seul à supporter tout ça, je peux vous dire que c'est très très dur. Je me détruis la santé et je vois pas, j'arrive pas à me projeter, si vous voulez. Si jamais il arrive quelque chose à maman, je n'arrive pas à me projeter après. Quel âge vous avez aujourd'hui? J'ai 23 ans. Accrochez-vous, jeune homme. Hein. Oui, j'essaye. Avec des encouragements pour ce jeune homme qui se regarde. Merci bien. Nathalie, quand vous êtes avec Hervé, vous avez l'impression que vous êtes en contact tous les deux, vous sentez qu'il vous reconnaît? Oui, je sais qu'il me reconnaît, oui. Oui. Bah déjà, il me dit il sait comment je m'appelle, il sait mon nom, mon prénom, il sait comment il s'appelle, il sait où il est né. La mémoire ancienne a l'air d'être intacte. Mais à certains moments, ça repart et il décroche. Il décroche et d'un seul coup, il dit qui vous êtes, madame. Hélène Delcroix, vous êtes neuropsychologue. Comment expliquez-vous que certains de nos invités reconnaissent leurs proches et d'autres pas? Alors, dans la non-reconnaissance des proches, il y a 2 phases à dissocier. La phase plus initiale, quand on sort du coma, je pense que c'est le cas du mari de Nathalie, où les patients sont encore dans cette phase de confusion, vont s'éveiller. En tout cas, et avec une fluctuation. Des fois, on va reconnaître, des fois non. Beaucoup plus tard... Il faut s'attendre à ces allers-retours. Voilà, il faut s'attendre à ces allers-retours. Mais quand, de temps à autre, pendant cette phase, la personne reconnaît ses proches, c'est de bons pronostics, on va dire. Bien plus tard, des années plus tard, il existe d'autres syndromes qu'on nomme la prosopagnosie, c'est-à-dire une incapacité pour les patients à reconnaître les visages, dont les visages des proches parfois. Mais là, c'est beaucoup plus tardivement. Et généralement, c'est de moins bons pronostics. Mais c'est dans le cadre, c'est assez rare, parce que c'est dans le cadre de lésions bilatérales qu'on retrouve assez rarement. Bilatérales, c'est-à-dire des deux côtés? Des deux côtés du cerveau. À la fois l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Avec votre témoignage, Roselyne, on va maintenant regarder comment se passe l'organisation d'une vie autour de quelqu'un qui a subi des troubles de la mémoire au quotidien. Comment on fait pour réussir à se sentir bien, à s'y retrouver, à se souvenir de tout? Tout marqué. Alors marquer dans un agenda, c'est ce que j'avais essayé, mais il faut penser à regarder l'agenda. Donc pour moi, le meilleur remède, c'est marquer sur le frigo. Même question qu'à Flavie, on vous a accompagné pendant votre vie quotidienne. Une équipe de nos journalistes est venue tourner chez vous. Vous vous en souvenez? Je m'en souviens parce que j'étais drôlement embêtée pour eux. Je me suis perdue et ça n'a pas dû être évident pour eux. En fait, vous les avez semés pendant quasiment 1h30, oui. Ah oui, les pauvres, ils n'ont pas vécu des choses bien faciles pour moi, pour eux. Vous vous en souvenez de ça? Je me souviens parce que je me perds tout le temps. De toute façon, c'est ce que je les avais avertis parce que je me perds tout le temps. J'ai beau avoir un plan ou quoi que ce soit, j'ai pas de... Ça, depuis que je suis opérée, de toute façon. Donc vous êtes parti faire les courses et vous les avez semés en voiture, en fait. Voilà. Ouais. Vous vous souvenez de Shirley, notre journaliste qui est venue vous voir?
Je m'en souviens que quand je la vois bien longtemps, sinon... non, je ne l'ai pas reconnue tout à l'heure. On va regarder ce reportage. Donc le secret de Roselyne, c'est le frigo. Vous travaillez avec le frigo? L'agenda. On a un nouveau frigo, donc on a dit qu'on l'abîmait pas la première année. On a un agenda électronique, un chacun. Un agenda électronique, et vous avez le souvenir de le regarder tous les matins. Parce que ce que vous nous disiez, vous, Roselyne, je n'ai pas le souvenir, moi. Vous pouvez oublier de regarder votre agenda. Voilà. Il y a un moment ou un autre. Il n'y a qu'une chose où j'oublie pas, c'est mon ami Michel, et ça c'est... Mais c'est toujours pareil, c'est une fille que j'ai connue avant d'être opérée. Donc tout ce qui est avant l'opération, je suis comme les personnes âgées, moi. Tout ce qui est avant, ça va. On reparle de Michel, de vos enfants et de tous les autres juste après ce reportage. Je note tout sur le frigo parce que sinon j'oublie. Il y a 10 ans en arrière, je mettais sur un agenda. Avec l'agenda, j'oubliais de le regarder. Donc j'ai des rendez-vous consultés, du coup, maintenant, je marque tout sur mon frigo. Comme ça, j'ouvre ma porte de frigo, je vois mes rendez-vous et je me rends compte de ce qu'il faut que je fasse. Bon, je prends mon post-it parce que je vais chez Michel. À chaque fois, Roselyne emmène avec elle puis déchire le papier correspondant à son rendez-vous pour être sûre de ne pas y retourner une seconde fois. Michel est la plus fidèle amie de Roselyne. Depuis 10 ans, c'est elle qui s'acharne à lui faire travailler son vocabulaire au quotidien. On va reprendre les mots de la semaine que tu n'avais pas su. Oui. On va voir si tu te souviens. Et puis, on recommence. Jusqu'à ce qu'il te rentre bien dans la tête. Sollicitation. Le mot sollicitation. Oui, solliciter. Quand tu aides, non? Quand tu aides? Tu aides quelqu'un? Ouais. Non? Non. Non, je joue pas. Quand tu sollicites quelqu'un, c'est que tu vas lui demander de l'aide. Effectivement, et ça, t'as compris. Ouais. Maintenant, il y avait aussi le mot conciliabule. Et je t'ai expliqué, un conciliabule, c'est une réunion secrète. Mais je me rappelais pas. Tu te rappelles pas. Ça fait rien, on le reprendra pour la semaine prochaine. Il y avait aussi le mot indécise. Je suis indécise. Non, je sais pas ce que c'est. Je m'en souviens d'en avoir parlé, mais je me souviens plus de la définition. Et là, vous vous souvenez d'avoir parlé d'indécise? Ah non, pas du tout. On recommence, conciliabule. Et la partie n'est pas finie. Roselyne répétera encore et encore pour faire face à sa mémoire qui lui fait défaut. Tout comme en cuisine, où la moindre recette l'embarrasse. C'est compliqué de cuisiner parce que j'oublie facilement les aliments qu'il faut. D'ailleurs, j'ai tendance comme à oublier les mesures, donc en principe, je mesure pas. Je fais comme ça à peu près, mais je mesure pas parce que le temps que vous voyez dans un livre les mesures, quand vous arrivez au plat, vous savez déjà plus. Et la cuisine à vue d'œil, ça marche. Marilyn et Alexandre, ses enfants et son mari Philippe lui réclament des crêpes tous les mercredis. C'est froid. Alors j'ai pris rendez-vous avec le prof de management lundi à 9h. Attends, je vais le marquer. Oui, parce que... Bah oui, je pourrais. Mais par contre, tu penseras à me refaire un plan hein, parce que je vais oublier. Lundi à 9h. Lundi à 9h. Je rappelle pas mal de choses à ma mère sur au cas où je termine plus tôt qu'il faut venir me chercher au tram, je sais pas, plein de petites choses de la vie courante. Oui, c'est difficile parce que j'ai l'impression que le rôle est inversé. J'ai l'impression qu'ils m'assistent pour m'expliquer, pour me faire rappeler, pour... De toute façon, ils seraient pas là, j'aurais tendance à mélanger les trucs. Hein. Même pour aller faire les courses, Roselyne a besoin de l'aide de sa fille pour être sûre d'arriver à bon port. C'est en suivant le plan fait par son ami Michel que Roselyne va pouvoir retrouver la route du magasin qu'elle connaît pourtant bien. Fais gaffe là, c'est dangereux, il y a des travaux. Ah ouais, comment tu sais ça toi? On y est passé la semaine dernière, samedi dernier. Bon, alors là, ça va plus être compliqué. Je ne sais pas où je suis. À gauche, il n'y a pas 50 gauche. C'est là, je crois. Ça va, aujourd'hui, je me suis pas trop perdue grâce au plan de Michel. Bon, faut pas oublier les baskets. Ouais, bah là, on va peut-être bien les trouver. Et par contre, il fait quelle pointure déjà 38. Et après, il faut les crampons aussi. C'est du combien, ça? Mais non, mais c'est pas des vrais lacets. C'est du 38, là. C'est combien qu'il fait, lui, déjà? 38. Bon, qu'est-ce qu'on veut acheter encore? Je me rappelle plus. Les crampons, je te l'ai déjà dit. Tu me l'as déjà dit, il faut s'en rappeler. 3-4 fois. Oui, 3-4 fois, il faut s'en rappeler. Hein, c'est pas évident. On va peut-être trouver les chaussures, les baskets qu'il faut. Il fait quelle taille déjà? 38. 38. Je te l'ai dit. Là, tu me l'as déjà dit, je sais, mais...
Qu'est-ce qu'on devait prendre encore? Les crampons pour ces baskets de foot. Bon, du 38, hein, t'as dit. C'est fatigant de devoir tout réexpliquer à ta mère? Oui. C'est saoulant. Certainement. À force, ouais. De toujours rabâcher, là, ça fait trop fort. Je suis longue à la détente. Ouais. Je suis très longue. À comprendre, c'est très difficile. Ça, c'est quelque chose de très pénible. Aussi, je suis pas très gentille parce qu'à chaque fois, je lui dis, mais c'est bon, je te l'ai déjà dit. Ils ont l'impression des fois que je fais agressive. exprès. Et ça, c'est dur. Parce qu'on ne le fait pas exprès. Tiens, voilà, on a trouvé tes crampons. Merci. Mais comme je ne me rappelais pas de tout, donc ta soeur m'a beaucoup aidé pour savoir bien mettre, pour savoir la voiture. Ouais, et voilà. On est là pour ça. Hein. Ouais. Moi, je sais bien, mais enfin, heureusement que vous êtes là. Hein. C'est grâce à vous que j'avance. Hein. C'est mes amours, et sans eux, je ne sais pas comment je ferais. De toute façon, ils m'aident beaucoup, beaucoup pour avancer. Ça, je ne vais pas dire. Vous avez l'air heureuse, hein, vous avez toujours le sourire, vous êtes toujours optimiste. C'est dur, c'est tout. C'est dur de faire croire que c'est vrai. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? À l'intérieur de moi, c'est dur, c'est ce que je dis, de faire voir aux gens que c'est vrai, qu'on ne retient pas. C'est pas évident, hein, de faire comprendre aux gens. Que c'est pas simplement un manque de concentration? Voilà, que les médecins vous disent que c'est le manque de concentration. Les médecins? Oui, les neurologues m'ont beaucoup dit. Mais la concentration, c'est dur à la faire. Là, vous vous souvenez de la pointure de votre fils maintenant? Non, combien elle a dit déjà? 38. Non, 38, voilà, peut-être. Non, de toute façon... Des petites choses comme ça passe, ça ne reste pas. Mais quand vous faites les crêpes, vous les faites automatiquement? Mais les crêpes, parce que j'ai fait avant mon opération. Tout ce qui est avant mon opération sera toujours présent. Alors que les pieds de votre fils ont poussé depuis l'opération. Exactement. J'ai compris. Françoise, peut-être que vous pouvez nous expliquer aussi au quotidien pour qu'on comprenne vraiment de quelle façon ça peut vous handicaper au quotidien. Par exemple, pour faire les courses, comment vous faites? Comment vous débrouillez avec l'argent? En plus, depuis, il y a eu le passage à l'euro, hein, ça c'est pas facile non plus. Oui, alors, je voulais dire tout ce qu'a vécu notre ami, là, c'est les pense-bêtes dans la cuisine partout, même devant la porte d'entrée, bloquer les portes de la cuisine, parce que moi, si je fais quelque chose dans la cuisine, si je m'en vais, j'oublie complètement que j'étais dans la cuisine, donc ça peut même être dangereux si on met quelque chose sur le feu. Donc j'ai trouvé un truc, maintenant je mets des chaises partout, en fait. Donc des chaises devant les portes, si je suis au premier étage, une chaise en haut de l'escalier, pour me faire penser qu'il faut que je reste au premier. Enfin voilà, plein de petits trucs comme ça. Vous vous enfermez en fait? Disons, si je fais quelque chose et que je veux terminer la chose, voilà, m'obliger à ne pas aller ailleurs. Parce qu'après, c'est parti, quoi. Le souvenir est parti. Délimitez votre mémoire, voilà, vous vous barricadez. Je me souviens plus de votre question. Non, ma question, c'était les rapports aux courses. À l'argent, parce que bon, alors là, ça doit exciter les arnaqueurs de voir quelqu'un qui a des petits soucis de mémoire. Il y a eu plusieurs étapes. D'abord, entre... si on paye en carte bleue, il n'y a pas de souci. Mais au marché, donc j'habite à côté du marché, centre-ville, déjà entre le moment où la personne me donne la somme et le moment où je vais prendre l'argent, il y a eu au moins 2-3 ans, j'oubliais complètement. Je ne savais plus ce qu'on m'avait dit. Alors, pardon, alors vous le dites une fois, 2 fois, bon... Mais les commerçants, ils vous connaissent comment? Ah oui, mais oui, bien sûr. En plus, on est petite ville, voilà. Alors, par exemple, vous dites les commerçants me connaissent. Systématiquement, il faut qu'ils me rappellent donc de payer, parce que je veux bien m'en aller sans payer. Chez le coiffeur, je pars sans payer. Oui, alors ils éclatent de rire, oui, bon. Et puis donc de me rappeler qu'il faut donner telle carte. Voilà, non, c'est plein de petits trucs. Flavie, vous êtes trilingue aujourd'hui? Je parle très bien le français. Oui. Et d'une? L'anglais, je me débrouille pas trop mal, et puis l'allemand aussi. Ouais. Vous maîtrisez ces 3 langues. Aujourd'hui, vous avez donc les compétences d'être une assistante trilingue. Oui. Qu'est-ce qui vous manque en fait pour que vous puissiez complètement exercer ce métier? Parce que c'est déjà formidable de réussir à maîtriser 3 langues. Pour être assistant de direction trilingue, il faut pouvoir se rappeler... on arrive le matin au travail, il faut se rappeler que pour son directeur, il faut regarder l'agenda, il faut lui allumer son ordi, il faut relever tous les mails, lui mettre le courrier sur le bureau, tout trier, tout ouvrir, tout trier. Il faut se rappeler en même temps qu'il faut préparer la réunion qui a lieu l'après-midi, envoyer des mails à tout le monde, à tous les participants pour les prévenir, recevoir. Il faut gérer tout ça en même temps. Mais qu'est-ce que vous avez peur d'oublier, tout ce que vous venez de nous raconter parfaitement, là, justement, en l'occurrence? Quand je suis sur le terrain, je commence une tâche. Je peux faire la tâche en entier, mais après, j'oublierai de faire la deuxième. Et en plus, après, je serai fatiguée.
ça sera pas possible de... Mais c'est le contexte émotif qui provoque ça? Non. Oh non, c'est la mémoire. La mémoire n'est pas une chose exacte et très souvent, quand il y a une lésion cérébrale, c'est pas simplement la mémoire qui est touchée, c'est tout ce qui peut être fonction exécutive, fonction supérieure. Donc l'initiative, apprendre à ne pas dire ce qu'on pense quand on le pense et à se contenir, vous allez dire. Et je dirais que ça donne beaucoup de difficultés aussi dans les relations sociales. Mais elle vous choque parfois, votre femme, par ses remarques? Moi, non, elle ne me choque plus. Mais qu'est-ce qui peut être déstabilisant pour quelqu'un, par exemple? Ça peut être déstabilisant quand vous rencontrez quelqu'un pour la 10e fois, de ne plus savoir son prénom. Ça peut être déstabilisant de rencontrer des amis et de plus se souvenir si leurs enfants, si c'est une fille, si c'est un garçon. Ça peut être déstabilisant. Qu'ils le comprennent aujourd'hui en regardant notre émission, qu'ils comprennent bien quelles sont les limites, aussi bien en plus qu'en moins. Dans un instant, on parlera de la mémoire ancienne, si j'ose dire, de qu'est-ce qui nous reste de ce qu'on avait avant l'accident. On verra pratiquement tout. C'est à suivre juste après ce message de la rédaction. À tout de suite. Séropositif, vous avez décidé d'avoir un enfant. Votre enfant est séropositif. Votre enfant a été contaminé par le virus du sida suite à une transfusion sanguine. Adolescent, vous avez été contaminé lors de votre première relation sexuelle. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Ludivine, ma princesse. Est-ce que vous avez l'impression d'être en fusion avec votre fille? La fusion totale. Prochainement, dans toute une histoire, des mères et des filles qui ne peuvent pas se passer l'une de l'autre. Alors quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte, elle a poussé un hurlement de joie. Comme si moi j'étais enceinte. À quelle distance vous habitez l'une de l'autre? Dans le même appartement. Oui, c'est ça. Elle est intrusive, voilà, ça c'est... Je crois que c'est un bon adjectif. Quand je suis avec mon copain, hop, elle va rentrer dans la chambre comme ça. On peut parler de tout avec sa fille, y compris de sexualité? C'est pas trop intrusif? Non, bon, sexualité, j'en parle à personne. De toute façon, je garde ça. La sexualité, non. Mais j'en parle à personne. J'avoue, j'ai du mal à la voir grandir. J'ai du mal à voir grandir ma fille. Je la vois pas comme une jeune fille. Hein. Estelle, la révolte. L'heure de la révolte a sonné. Les mamans qui sont là ont tendance à vivre à travers leur fille. Mais j'ai l'impression que Dolores a presque plus peur des premières rides qui vont apparaître chez sa fille que des siennes, quoi. Que reste-t-il de la mémoire quand on souffre d'amnésie? Où vont se loger les souvenirs? Pourquoi certains se souviennent mieux de leur enfance que de ce qu'ils ont mangé ce midi? Ça fait partie des mystères du cerveau dont nous parlons aujourd'hui. Roselyne, est-ce que vous avez des souvenirs précis du passé, de votre mariage par exemple? Tout. C'était bien? Oui. J'ai passé des bons moments, mais je m'en passerai de ça. Pourquoi? Parce que j'aimerais mieux la mémoire journalière. J'en ai plus besoin de celle-ci. Mais sinon, tout avant, c'est la mémoire des émotions quand même, des bons moments. Mais non, justement, vous n'avez pas besoin du passé. J'ai une dame qui a perdu la mémoire du passé, elle vit super bien sa journalière. On se construit quand même au présent avec ce qu'on a été auparavant, j'ai l'impression. Mais justement, on ne peut pas voir la différence. Moi, je ne me rappelle pas d'il y a 10 ans ce que j'étais. Je croyais que vous vous rappeliez... Non, mais il y a 10 ans d'avant, oui, mais je veux dire à partir de 10 ans, en 97, là maintenant, je ne peux plus rien vous dire de ce qui se passe. Mais tout ce qui s'est passé avant, vous vous souvenez de votre enfance, vous vous souvenez de l'arrivée de vos enfants? Je suis comme les personnes âgées, moi, de toute façon. C'est-à-dire? Eh bien, la mémoire, les personnes âgées se retiennent bien tout ce qu'ils ont fait petit. Hein. Moi, j'ai dans ma famille, je leur explique ce qu'ils faisaient quand ils étaient enfants, hein, frères et sœurs. Hein. Est-ce que vous avez ils ne se rappellent pas. Est-ce que vous avez mangé hier soir? Ah ben non, je ne peux pas vous dire. Qu'est-ce que j'ai mangé d'ailleurs hier soir? Je ne sais plus. Non, je ne sais plus ce que j'ai fait. Et la pointure des chaussures de votre fils? 37 ou 38, je ne sais plus. 38. 38, voilà, presque. Flavie, vous avez les souvenirs de quand vous étiez petite fille? Tout. Tout? Tout, ouais. Ouais, c'est à partir de l'été qui précède l'accident. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de formidable quand même d'avoir ces souvenirs d'enfance, de savoir d'où on vient. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça permet d'avoir une base, des repères. Sinon, il faudrait tout reconstruire. Vraiment de zéro, pour le coup, là. Ouais. Savez-vous quel est votre... C'est important quand on ne se rappelle pas... Je sais pas. C'est important peut-être quand on ne se rappelle pas ce qui s'est passé il y a 6 mois. C'est ça la différence. La mémoire passée et présente, c'est pas... Alexandre? Moi, maman, par contre, se rappelle que c'est des petits détails, le prénom de mon beau-père et certaines musiques qu'elle écoutait avant. Sinon, tout le reste, elle a tout perdu, en fait. Le prénom de son deuxième mari? De son troisième. De son troisième mari? Oui.
Elle se souvient du troisième, pas du deuxième, pas du premier. Non. De ses musiques, vous dites, quand elle était jeune? Certaines musiques qu'elle écoutait quand j'étais enfant. Et, donc c'est pour ça, Noël, parce que je manquais d'idées, je ne savais pas trop quoi y acheter. Et j'ai eu l'idée d'y acheter un poste CD et les CD qui vont avec les chansons qu'elle écoutait avant. Et sur son fauteuil, sur la table, elle essaye de battre la mesure. Elle vous appelle Alexandre? Elle sait que vous vous appelez Alexandre? Elle m'appelle Alexandre, oui. Mais je lui ai payé le restaurant à Noël quand même, parce que je travaille déjà dans le milieu médical, à cause de maman, parce que mon souhait, c'est de récupérer maman à domicile. C'est mon but et c'est vraiment ce que je veux essayer de faire absolument. Donc, j'ai payé le restaurant à maman à Noël et le lendemain, je lui ai demandé si elle s'en rappelait. Et elle m'a dit, mais non, je suis resté dans ma chambre, je ne suis pas sorti. Donc, elle a vraiment tout perdu. Et c'est pareil, je lui ai acheté plein de vêtements et elle ne s'en rappelait pas du tout. Elle me dit non, tu m'as rien acheté à Noël. Pourtant, vous avez envie de marquer le coup et vous n'avez pas réussi à marquer le coup. J'ai très bien marqué le coup. C'est la première année où j'ai vraiment craqué le porte-monnaie. Mais j'ai l'impression, j'aurais acheté une simple plante à vraiment presque rien, ça aurait été pareil, quoi. Ça aurait été exactement pareil. Et tout ça est dû à l'hémorragie cérébrale, je pense. Mais parfois, vous dites que ça ne sert à rien d'aller lui rendre visite? J'y vais parce que c'est mon devoir. Moi, en tant que fils, je dois aller voir maman 3 fois par semaine, même si c'est quand même assez loin de mon domicile. Mais c'est sûr que j'irai 1 fois par mois, ça serait pareil. Je pense que... On va parler des progrès maintenant, parce qu'il y a des progrès qui se font et c'est pour ça qu'il faut se battre. Je donne la parole dans un instant. Françoise, récemment, vous avez pu garder pour la première fois votre petit-fils? Ça veut dire que... Oui, c'est mon petit-fils a 3 ans actuellement, donc c'est... Oui, ça y est. C'est au moment de la naissance de sa petite sœur. Ça y est, vous reconnectez? Oui, voilà. Au moment de la naissance de sa petite sœur, j'ai eu un grand bonheur. Donc ses parents, mon fils et ma belle-fille, m'ont demandé de venir garder leur fils au domicile 1 semaine avant la naissance. C'est une naissance programmée. Et donc, pendant la semaine où ma belle-fille resterait à l'hôpital, et pour moi, ça a été un grand bonheur. C'est signe qu'ils avaient de nouveau confiance en moi, que je pouvais assumer les tâches quotidiennes. Bon, ça n'a pas été facile. Il faut vraiment, comme vous l'avez dit... Comment ça s'est passé, ce babysitting? Très bien, très bien, et vraiment que du bonheur, voilà. Donc il y a des progrès, vous faites beaucoup... Voilà, mais j'ai fait des progrès l'année dernière, entre janvier et mars. J'ai senti que d'un seul coup, qu'il y avait quelque chose qui allait mieux. Et autour de moi, apparemment, ça s'est vu. Mes enfants m'ont dit, maman, mais maintenant, tu percutes. Alors là, c'est peut-être autre chose que la mémoire. C'est-à-dire que j'arrivais à associer plusieurs choses. Exemple, on me sortait des courses devant moi, ça ne me venait pas à l'idée de les ranger dans le frigo ou dans la maison, quoi. Ou autrement, au mariage de ma fille, j'étais chargée des fleurs, je faisais des bouquets de fleurs, mais je n'avais pas l'idée d'aller les mettre sur les tables, vous voyez. Chaque chose, je la faisais. Cause, conséquence, voilà. Alors voilà. Donc là, c'est l'année dernière, j'ai l'impression que ça s'est ouvert, que ça s'est reconnecté, quelque chose, j'en sais rien. Je me tourne à présent vers vous, Michel. Votre histoire va nous permettre d'aborder une autre question de cette émission. En quoi les troubles de la mémoire bouleversent-ils les relations entre les membres de la famille? C'est important. La donne n'est pas forcément plus la même, évidemment, quand on a un proche qui est amnésique. Depuis son accident, François est revenu vivre chez vous. Oui. C'est un garçon qui a aujourd'hui 33 ans. Vous êtes devenu une sorte de coach pour lui. Vous avez dû tout lui réapprendre. Regardons comment ça se passe aujourd'hui. Vous avez été sa maman quand il était petit. C'est à nouveau sa maman toute proche quand il est plus grand. Salut chérie. Bonjour. Ça va? Ouais. T'as bien dormi? Ah, ça va. Tu sais ce que tu fais aujourd'hui? Non. Bon, on est jeudi. Oui, alors jeudi soir, j'ai poterie. Et puis après, bon, écoute, tu regarderas. Ouais, fais d'abord ta toilette, réveille-toi, et puis on regardera le carnet après. Ouais. Ok? François, c'est pas toujours évident. Alors, il sait qu'il doit se lever le matin. Il sait qu'il doit faire un certain nombre de choses. Il ne sait pas forcément dans quel ordre il doit le faire. Ou il le sait, mais il a oublié. Et bon, le problème de la mémoire, c'est qu'on est incapable de s'organiser. Il y a 6 ans, François est victime d'un grave accident de parachute. Suite à un traumatisme crânien, il souffre de troubles de la mémoire. Maman, c'est prêt. À 33 ans, François vit chez Michel, sa maman. Comme à un enfant, elle lui rappelle tous ses faits et gestes. Ce matin, est-ce que tu as quelque chose? Non. Bon, alors ce matin, tu fais des exercices de respiration. Ouais.
veux que tu lises ta brève, Ouais, que tu la saisisses, ouais, et puis qu'on fasse un sudoku. ouais, d'accord. L'autonomie passe obligatoirement par la mémoire. Et ça, la mémoire, c'est perdu, c'est perdu. Excuse-moi, mais je crois que tu as déjà mis tes gouttes. Ah bon? D'accord. Tu vois Ouais. Célibataire, Michel a choisi de se mettre à la disposition de son fils. Elle le pousse à stimuler sa mémoire. Prononciation, écriture, lecture, François doit tout réapprendre. Je suis pas si maternante que ça, mais c'est vrai que... oui, quelque part, je dois le coacher. Je sais pas où je serais. Sans maman, je sais pas où je serais. L'objectif de Michel, que François devienne le plus autonome possible. Et ça marche. Depuis 1 an, François peut se rendre tout seul en ville. Mais pas question de sortir sans certaines vérifications. Ma carte orange, voilà. Et ta carte d'identité? Ouais. Ok. Un petit plan. Non. Voilà. François, tu as tes clés? Le but, c'est de lui donner une béquille et qu'il sache s'appuyer sur la béquille. Donc il faut qu'il puisse avoir en lui suffisamment de ressources et avoir suffisamment de confiance en lui pour pouvoir continuer à vivre ou, oui, parce que c'est vivre, en dehors de moi. C'est là. Un jour, j'aimerais bien vivre tout seul et avoir mon appartement. Est-ce que tu crois que c'est envisageable? À mon niveau, je crois que oui. Mais c'est au niveau familial. Ils ont des doutes. Maman a des doutes. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui, là, dans ta vie? Oh, bah, comme à beaucoup de monde, l'âme sœur. C'est un beau jeune homme de 33 ans. Dans la force il rencontre des jeunes femmes, il a l'occasion? Je crois que... Non, pas du tout. Il en rencontre comme ça, mais ça ne va pas plus loin que la rencontre. Ça va plus loin qu'un café, ça va pas plus loin qu'un petit verre dans un bar. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean? Est-ce qu'il peut réussir à rencontrer quelqu'un? Je pense qu'il faut essayer de trouver quelqu'un qui a une connaissance du problème déjà, parce que pour accepter les difficultés de personnes qui n'ont pas de mémoire, ben, il faut apprendre. Il faut apprendre pourquoi, il faut apprendre à vivre avec, il faut apprendre à en parler aussi, parce que c'est quelque chose qui est usant à la longue. Et la famille, bah, souvent renvoie aux blessés une image qui n'est pas très positive. Donc il faut apprendre aussi à mettre les gens en situation de réussite. Dans le reportage, François dit qu'il ne saurait pas exactement où il en serait si vous n'étiez pas là. Qu'est-ce que vous avez comme réponse à cette question? Qu'est-ce que vous lui avez apporté que personne d'autre ne pouvait lui apporter? D'être présente, de l'aimer. Et inconditionnellement? Inconditionnellement, de voir toujours François au travers du blessé et du handicapé qu'il est. Et d'essayer aussi de lui apprendre à s'accepter comme il est. Et ça, il a du mal. Il lui est arrivé de disparaître pendant plusieurs jours? Oui, François fugue. François, à un moment donné, on ne sait pas du tout ce qui lui passe par la tête. Il peut piquer une crise de colère, il peut hurler et il peut partir. Mais quand il disparaît pendant 2 jours, où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Et comment vous le retrouvez? C'est lui qui me fait appeler. Parce qu'il a un téléphone portable en permanence avec lui. Mais dans ces cas-là, il sait couper son téléphone portable. Ce qui fait que... Alors, ça doit faire peur, ça. Oui, mais de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Et donc, il faut attendre. Non, peur, dans le sens inquiète pour lui, quoi. Alors, je me dis que quelque part, il doit avoir une petite étoile qui le protège. Parce que, dans toutes ces fugues, il se perd. Il peut se faire agresser. Parce que ce sont des personnes vulnérables qui du coup sont la proie de prédateurs en quelque sorte, qui se disent on peut y aller, puis on peut y aller à plusieurs. Ça lui est arrivé? Ça lui est arrivé. Là, le commissariat m'a appelé en me disant Madame de Préaudet, venez voir, votre fils a un petit peu la tête de travers. Il ne sait pas se défendre? Mais vous n'en êtes même pas sûr, en fait. Vous ne savez pas exactement ce qui se passe. Je ne sais pas. Quand il part de jour comme ça, il ne sait pas vous raconter dans le détail ce qu'il a fait? Non, il me dit je suis parti. On ne sait pas exactement ce qui se passe, évidemment. On ne sait pas ce qui se passe. Ouais. Qu'est-ce qui vous énerve le plus chez Flavie, Jean, pour parler franchement? Rien. Qu'est-ce qui vous agace parfois? Qu'est-ce qui vous met au bord de l'implosion, pour reprendre vos termes? Quand la fatigue est là, que la mémoire fout le camp et puis qu'elle m'engueule.
Ça, c'est difficile, oui. Ça, c'est, je pense, qu'il y a de plus difficile à vivre parce que il faut arriver aussi à se contenir soi-même, quoi, à se dire que c'est consécutif à une lésion cérébrale, que c'est... Il faut se raisonner à chaque fois. Oui, et puis il faut pardonner, même s'il n'y a pas de faute, parce que c'est pas de sa responsabilité, mais il faut remettre les compteurs à zéro tous les jours, quoi. Vous savez ce qui vous énerve parfois, Flavie? Chez moi? Ce qui peut vous mettre en colère, vous, en tout cas, alors quel que soit... Ce qui peut m'énerver, c'est quand Jean me répète que je dis encore une chose pour la deuxième, troisième, quatrième fois consécutive, et que je m'en rends pas compte. Ça peut m'énerver. La répétition peut être agaçante. Et ça me fatigue. Nathalie, comment vous imaginez votre vie à l'avenir avec votre compagnon Hervé? Je rappelle que vous êtes avec lui depuis 8 ans, qu'il a eu un accident donc l'été dernier. Oui. Au début de cette émission, vous êtes venu en nous disant « J'attends beaucoup des témoignages de mes invités pour savoir à quoi je peux m'attendre ». Alors on a vu qu'il y a beaucoup de disparités. Oui, c'est vrai, chaque cas est différent, mais ça apporte quand même beaucoup de réponses à des questions que... Qu'est-ce que vous aurez appris dans ces cas-là, et je m'aperçois que j'ai eu raison d'y croire depuis le début, de ne pas laisser tomber et de continuer, et que je pense que c'est tout à fait possible, et que je suis sûre que même si les difficultés sont là, une vie après, c'est possible. Une vie avec lui? Oui. Faire un bébé, comme oui. Flavie et Jean? Oui. Oui. Ça, ce sera une vraie revanche sur la vie, ça, hein? Tout à fait. J'espère qu'aujourd'hui, on aura appris un petit peu plus. On reprendra de vos nouvelles. Vous reviendrez avec votre compagnon Hervé sur ce plateau. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous nos invités. À la prochaine fois. Au revoir.